Devriez-vous vendre toutes vos crypto-monnaies maintenant, avant le mois de mai, et ne holder que de la monnaie fiat? Eh bien les gars, aujourd'hui on va discuter de ce scénario en particulier. Il faut que je vous montre plein de données. On a des preuves de ce côté parce que beaucoup de personnes sont en train de discuter de ça. Il y a un dicton en anglais qui dit « on vend en mai et on se revoit plus tard ». Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vendent réellement. Alors aujourd'hui, il faut que je vous donne mon avis pour savoir si, selon moi, c'est la bonne décision ou non. On va discuter de choses extrêmement intéressantes qui se produisent en ce moment même. On est vraiment dans une période très, incertaine, une période de dingue. On a l'inflation qui augmente et pourtant, la Fed ne stimule toujours pas l'économie. Elle reste extrêmement restrictive, elle reste campée sur sa position. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va parler de différents scénarios ici au sein de cette vidéo. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater ici sur l'intervalle journalier, c'est que depuis ma vidéo d'hier, eh bien, il ne s'est pas passé grand chose. En fait, on est ici une fois encore au-dessus de ma boîte orange et sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, les choses ressemblent toujours relativement à la même chose. On est toujours supporté par la boîte orange aux 63 700 $, donc tout va bien. Du côté des marchés traditionnels, vous pouvez voir que sur le S&P 500, ici, pardon, c'est le journalier, sur l'intervalle de 4 heures, une fois encore, rien d'important de ces produits, pas de grosses nouvelles de ce côté. On a eu un petit peu de latéralisation, une petite chute ici, une petite poussée, encore de la latéralisation, donc finalement rien du tout. Il ne s'est pas produit de choses significatives ici dernièrement pour les bitcoins ainsi que les marchés traditionnels en termes de prix depuis hier. Cependant, on a quelques points de données extrêmement importants qui viennent d'être publiés. La première chose, c'est que le PIB des États-Unis a été en réalité inférieure aux prévisions, ce qui signifie que l'économie est en train de ralentir et n'est plus aussi forte qu'elle l'était auparavant. Alors, pour le coup, ce n'est pas ce que la Fed souhaite voir. Évidemment, c'est un moment un petit peu dingue où l'économie, disons qu'elle est au bord de s'effondrer pour ne pas s'affoler. Mais voilà, on commence à constater les effets des taux si élevés. L'économie commence vraiment à en souffrir. Ça se voit maintenant. Mais l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. En fait, l'inflation continue toujours, encore et toujours à augmenter. Alors ça crée un scénario un petit peu étrange parce que généralement, l'économie, vous avez soit l'un, soit l'autre. L'économie souffre, mais les taux restent à un niveau, élevé. Vous pouvez les réduire pour stimuler l'économie. Le problème, c'est que, c'est l'inflation ici. Si vous réduisez les taux d'intérêt, l'inflation va recommencer à devenir encore plus forte qu'elle ne l'est actuellement et on n'a pas besoin de ça. Si vous regardez l'inflation réellement, on peut la comparer par exemple à celle des années 70. Regardez ça. Si vous regardez cette ligne blanche, ici, ça représente donc les années 1970 et ici, vous avez un graphe depuis 2020. Voilà où on se trouve actuellement. Et vous pouvez voir vraiment les similitudes. Alors, l'inflation commence à monter, la Fed intervient et commence à réaugmenter les taux d'intérêt, donc évidemment l'inflation commence à rechuter un petit peu après ça, mais regardez ceci, on est à un point extrêmement similaire à celui qu'on a pu constater au sein des années 70, et puis une fois encore l'inflation est revenue encore plus forte. Alors il y a un truc un petit peu intéressant à retenir avec tout ceci, c'est que actuellement la Fed n'a pas encore commencé à baisser ses taux, mais dans les années 70, la Fed a effectivement recommencé à réduire ses taux d'intérêt et c'est peut-être la raison pour laquelle l'inflation est revenue aussi fortement. Si vous regardez les années 70, regardez ici, donc là vous avez les années 70 et ici il s'agit des taux d'intérêt. Alors vous pouvez voir que les taux d'intérêt pour le coup sont en train d'augmenter tout du long. En fait on est dans un canal ascendant. En fait laissez-moi vous montrer ceci, vous avez l'inflation de ce côté, vous pouvez voir que dans les années 70 l'inflation augmentait juste ici et puis la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt mais ensuite disons très rapidement, ils ont recommencé une fois encore à réduire les taux. Les taux d'intérêt ont rechuté de ce côté et l'inflation est revenue encore plus durement qu'auparavant. Et vous pouvez voir qu'elle a continué à augmenter. Vous pouvez voir qu'il commence à baisser quelque part ici les taux d'intérêt. Vous avez une inflation élevée. On a un début de baisse de taux, puis l'inflation revient une fois encore plus fortement ici. Donc ils ont dû augmenter les taux une fois encore. Alors ici vous avez des taux d'intérêt qui pouvaient atteindre jusque 12% de ce côté en 1975 par exemple. C'est rien comparé. Enfin, maintenant c'est rien comparé à ce qu'on a eu. Alors, ils ont commencé à réduire les taux d'intérêt trop tôt, l'inflation est revenue à un niveau plus élevé que jamais, et c'est pourquoi, l'administration actuelle de la Fed ne veut pas répéter la même erreur. Elle ne veut pas baisser les taux trop vite. Évidemment, encore une fois, on a l'impression que c'est, disons, le grand méchant loup, mais ils n'ont pas trop le choix. Ils pourraient se retrouver dans le même genre de scénario. Et le truc intéressant d'ailleurs, c'est que même si la Fed n'a pas encore commencé à réduire ses taux d'intérêt, on voit toujours l'inflation commencer à revenir de ce côté.
comment ça se fait que ça réaugmente alors qu'elle n'a pas changé sa position? Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu ici? Voyons voir, vous pouvez voir qu'on a un petit peu stagné de ce côté, et on commence en fait à se redresser quelque peu. Donc, disons que l'inflation commence à revenir encore un petit peu de manière problématique, et on est vraiment dans une situation intéressante, parce que l'inflation rechute. Alors, il faudrait peut-être augmenter les taux d'intérêt davantage, au moins les maintenir à ce niveau plus longtemps, mais s'ils maintiennent les taux d'intérêt aussi élevés pendant une longue période, l'économie, eh bien, vous le savez, en souffre déjà, et elle pourrait commencer à s'effondrer à cause de ça. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. C'est très difficile à gérer de leur part, j'en doute pas. En ce qui me concerne, j'ai de toute façon assez confiance en mes bags de Bitcoin. Je pense qu'à terme, de toute façon, le Bitcoin va surperformer le reste des actifs du monde entier, et c'est tout ce à quoi on peut vraiment s'attendre. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire pour essayer de gérer ça. Pour moi, le Bitcoin va prévaloir. Mais alors, beaucoup de personnes se disent actuellement, est-ce que vous devriez vraiment vendre en mai et attendre la suite? Eh bien, aujourd'hui, j'ai quelques données à vous montrer à ce sujet. Ok, disons que vous vendez vos cryptos maintenant. Le deuxième trimestre, pour le coup, est bientôt terminé. Donc, fin mai, je pense, le deuxième trimestre de l'année sera terminé. Alors, disons que vous vendez dès maintenant, disons au 1er mai par exemple, et que vous attendez jusqu'au 4e trimestre. C'est ce que le dicton a tendance à suggérer. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, disons que vous entriez dans le marché en septembre, octobre ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une idée parce que le 3e trimestre est historiquement le moins performant pour le Bitcoin. On a une moyenne de 6,5%, la médiane est de moins 2,5%. Mais il y a une grosse nuance justement dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est que si vous regardez les 3e trimestres, donc en fait les plus grandes performances où on a eu les plus grandes pertes, les périodes de baisse au 3e trimestre, eh bien généralement ça nous provient d'un 2e trimestre qui a été trop fort. Donc vous avez un 2e trimestre qui est super solide et en général c'est là que vous avez un mauvais 3e trimestre. Ici en 2014 on a eu par exemple plus 40% au 2e trimestre et puis moins 40% au 3e. Vous pouvez le voir juste ici, ok? Alors on va un petit peu regarder les pires périodes de ce côté. Ici par exemple vous avez moins 22% au 3e trimestre, mais regardez ça, on a eu 150% au 2e. Et ben on va continuer, vous avez moins 10 et on a eu plus presque 8% ici au trimestre précédent. Ici vous avez moins 10, ici on a eu plus 62. Alors même ici pour le coup, là c'était l'année dernière, on a eu moins 11%, mais au trimestre précédent on a eu plus 7% de ce côté. Alors maintenant, regardons un petit peu les trimestres où on a eu un 2e trimestre négatif. Vous avez un 2e trimestre négatif ici et on a eu une grosse poussée au 3e. Encore une fois, 2018 ça a été négatif ici et on a eu un gros pump au 3e trimestre. Ici, vous pouvez voir, on a eu un 2e trimestre complètement désastreux ici et on a eu une poussée de 25% au 3e trimestre. Ici, encore une fois, une énorme chute de 57% au 2e trimestre et devinez quoi, on était plus ou moins au break-even, à l'équilibre avec 2,5% au 3e trimestre. Alors à l'heure actuelle, le trimestre qu'on a eu, le 2e trimestre, c'est en fait moins 10%. Alors l'histoire aurait tendance à suggérer ici que c'est pas aussi simple que de simplement dire on vend tout en mai et puis on se voit plus tard. Alors peut-être que vous feriez potentiellement des bénéfices. Ce que les données nous montrent, c'est qu'en réalité, si vous regardez le 2e trimestre et que vous les comparez s'ils ont été positifs ou négatifs, lorsqu'ils ont été négatifs, en général, eh bien, on a eu en fait une grosse poussée au cours du trimestre qui s'en est suivi. Donc pour le coup, c'est quelque chose pour lequel on pourrait se préparer. Si vous regardez ceci d'ailleurs plus en détail, disons que vous vendez ici, allez, on va prendre fin avril par exemple. Ok, donc on a eu quelques mois de mai négatifs ici, par exemple on a eu moins 20% de ce côté, ici on a eu moins 35% en 2021, c'est vrai. Mais en général, c'est pas un très très bon mois, je vous le concède. Mais regardez par exemple le mois de juin. Alors, en juin, on a également connu quelques mois désastreux, c'est moins qu'on puisse dire. On a eu moins 30%, on a eu moins 40% ici par exemple. Et puis ensuite, vous avez le mois de juillet. Ici, c'est un petit peu hasardeux, c'est 50-50. Juillet en général, c'est bof. Mais en réalité, vous avez août qui concerne toujours le 3e trimestre. Et c'est vraiment en août qu'on a souvent enregistré les plus fortes chutes en général. Vous avez moins 7% en août par exemple ici de ce côté. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas aussi simple que de simplement dire, encore une fois, on vend tout en mai et puis simplement, on attend le 4e trimestre. Simplement, quand est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous allez garder votre fiat? Parce que si vous regardez ça aussi, octobre, souvent, c'est un mois fantastique. Alors, quand est-ce que vous allez acheter à nouveau? Est-ce que vous allez acheter en septembre, une fois qu'on aura eu des chutes et puis vous espérez avoir un mois d'octobre positif? C'est quand même, ça dépend de beaucoup de hasard. Comme je vous le disais, vous devez également considérer que lorsqu'on a eu un trimestre négatif, le 2e, eh bien, le 3e trimestre, en général, a été relativement
positif. Donc ça veut dire que vous devriez en quelque sorte chronométrer, en fait, savoir si cette fois ça va bien se passer ou non, ce qu'on ne peut pas vraiment savoir. Donc en ce qui me concerne, je ne vais pas jouer à ce jeu. Je suis juste content de holder les bags que j'ai actuellement. Alors, quoi qu'il se passe au cours des quelques prochains mois, ça risque d'être agité. Peut-être qu'on va monter, peut-être qu'on va descendre, peut-être qu'on va faire les deux, peut-être qu'il va rien se passer. Les gens vont peut-être s'ennuyer parce que les gens aussi oublient qu'il existe différents types de capitalisation. Vous avez par exemple les capitalisations des prix où vous avez une grosse chute, les gens se disent ok, c'est assez, le Bitcoin a suffisamment chuté, je suis hors du marché. Ça, c'est un type de capitulation. Le deuxième type de capitulation, ça se produit lorsque le temps passe et on a juste besoin d'une pump à un certain moment. On a juste de l'action latérale ici où tout le monde s'embête jusqu'à ce qu'on ait une grosse poussée. Donc voilà, vous avez des pump and dump et tous les gains s'évaporent. Donc voilà, ça aussi c'est une période de capitulation. En fait, ça peut se passer de plein de manières différentes. Alors, en ce qui me concerne, c'est juste le marché qui fait son travail. Peut-être qu'on va s'embêter prochainement, peut-être que non. Mais voilà, si on a une chute des prix, beaucoup de personnes vont commencer à s'ennuyer. Je pense que c'est déjà le cas actuellement. C'est vrai qu'on a certaines personnes qui quittent le marché, disent que voilà, la crypto-monnaie, j'en sais rien, c'est un scam, j'en sais rien, tout le monde finit de toute façon par se dire ça. Mais voilà. Tout me va, j'ai mes convictions, je suis content des bags que j'ai. Comme vous le savez aussi, j'ai mes stratégies de trading qui diminuent de manière assez significative. Ici, pour le coup, elles ne tradent plus depuis des semaines et des semaines. Mais voilà, encore une fois, ça ne me dérange pas. On va finir par revenir dans la range. Actuellement, on est hors de la fourchette de trading. Je vais avoir une grosse mise à jour prochainement. Et ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais juste prendre la position que j'ai ici sur OKX et je vais l'ajouter en tant que position de levier. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose, je ne vends rien, je fais en quelque sorte transférer ceci vers un deuxième trade pour augmenter mon potentiel de gain. J'aimerais qu'ils aient cette option sur ce bot en particulier ici, cliquez simplement sur un bouton pour conserver cette position et la transformer en spot en quelque sorte, mais voilà, malheureusement c'est pas possible, donc je vais faire une autre vidéo dédiée à ce sujet pour vous expliquer comment ça marche. Donc attendez-vous à voir ça très bientôt, ceci dit c'est tout ce que je vais pour vous, j'espère que cette vidéo vous a apporté de bonnes infos, ceci dit moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.